Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce lundi 21 novembre. Les forces sionistes font une nouvelle victime. Un jeune Palestinien âgé de 18 ans succombe à des blessures par balle dans la ville de Jenin, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Au Niger, lancement de la semaine pour l'industrialisation de l'Afrique à Niamey. Plus de 20 chefs d'État et près de 2600 délégués y sont attendus. Les bombardements près de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, qualifiés de gravissimes par l'AIEA, Moscou et Kiev s'en rejettent la responsabilité. Et Coupe du Monde au Qatar, le pays hôte réussit sa cérémonie d'ouverture mais rate son entrée en compétition en concédant sa première défaite face à l'Équateur, 2-0. Bonjour à tous et avant de développer ces titres, le bilan du séisme qui a frappé ce lundi l'île indonésienne de Java s'est élevé à plus de 46 morts. Selon plusieurs sources, des centaines, voire des milliers de maisons ont été endommagées. Le séisme a été évalué à 5,4 par l'Institut d'études géologiques des États-Unis. Il s'est produit près de la ville de Cianjur, à quelques 100 km au sud de Jakarta. Et je vous le disais en titre, un jeune Palestinien qui a été blessé par balle plus tôt dans la journée lors de confrontations avec les forces d'occupation sionistes dans la ville de Jenin, dans le nord de la Cisjordanie occupée, a succombé à de graves blessures. Selon le ministère de la Santé, la victime n'est autre que le jeune Mahmoud Abdul Jalil Assaadi, âgé de seulement 18 ans. Au Nigeria, des attaques meurtrières attribuées à des terroristes contre une base militaire et une ville du nord-est du pays, près de la frontière avec le Niger, ont fait au moins 11 morts, dont 9 soldats, selon des sources de sécurité. Des attaques commises par des éléments du groupe terroriste Daesh en Afrique de l'Ouest. Et je vous en parlais en titre, la semaine pour l'industrialisation de l'Afrique a été lancée hier à Niamey. Ce lancement a eu lieu avec l'ouverture du premier sommet des femmes transformatrices africaines. Selon le calendrier des travaux, la semaine pour l'industrialisation de l'Afrique se poursuivra jusqu'au 25 novembre et sera marquée par 2 sommets extraordinaires des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Plus de 20 chefs d'État et près de 2600 délégués sont attendus au panel conférences, expositions et forums qui seront organisés au cours de la semaine. Une francophonie de l'avenir, le sommet des 88 pays membres du bloc francophone s'est achevé hier en Tunisie avec l'objectif affiché de peser plus dans le règlement de crise, notamment en Afrique, sur l'île de Djerba. Les travaux ont été en grande partie consacrés à la défiance citoyenne. La francophonie est une organisation qui soutient, qui est un catalyseur, qui, comme on le fait souvent, moi-même je le fais souvent, œuvrons pour la médiation entre les parties en conflit, apportons des soutiens techniques sur des domaines importants, des domaines, par exemple le domaine électoral, qui est une spécialité de notre organisation. La priorité, nous travaillons en subsidiarité avec les organisations régionales et sous-régionales qui sont beaucoup plus proches de ces conflits, mais tous ces pays font partie du champ d'action politique de notre organisation.
Les enfants ouest-africains sont mal nourris. Les Nations Unies s'en inquiètent dans un rapport. Près d'un tiers de ces enfants souffraient en 2020 d'un retard de croissance dû à la malnutrition chronique. Naliman Zekar. 15,4 millions, c'est le nombre de cas de malnutrition aiguë chez les enfants de moins de 5 ans en Afrique de l'Ouest et au Sahel. L'avenir des enfants est très menacé du fait de la qualité de l'alimentation dont ils bénéficient dès le bas âge. C'est ce que démontre le rapport mondial 2021 des Nations Unies sur la nutrition. Selon l'ONU, près d'un tiers des enfants de 0 à 5 ans en Afrique de l'Ouest souffraient d'un retard de croissance en 2020 dû à la malnutrition chronique. Sur 20% des plus pauvres ménages dans chaque pays de la région, le Nigeria tient la tête avec 55,4% d'enfants souffrant de malnutrition chronique ou de retard de croissance. Un taux à peu près équivalent aux autres pays de la région, à l'instar du Niger, du Burkina Faso, du Bénin, du Libéria et du Togo. La même étude menée près d'une population cette fois-ci riche montre que malgré leur richesse, les enfants ne sont pas aussi épargnés par la malnutrition chronique. À ce niveau, le Niger prend la tête avec 34,7% des enfants de 0 à 5 ans souffrant de malnutrition chronique. Les conflits et la violence armée ont entraîné des déplacements massifs de population et limité considérablement l'accès aux services sociaux de base, ce qui a entraîné une augmentation des cas de malnutrition infantile à des niveaux sans précédent. Dans l'actualité également, et alors que la Turquie a annoncé avoir mené des frappes aériennes dans le nord de la Syrie et en Irak, le ministère turc de la Défense a publié des images qui, selon lui, montrent des avions de combat participant à l'opération dont le nom de code est Griffe épée. Les raids menés dans le nord et le nord-est de la Syrie, principalement contre des positions tenues par les forces kurdes syriennes, auraient fait au moins 31 morts. Gravissime, c'est ainsi que le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique a qualifié la situation après les frappes ayant visé la centrale nucléaire de Zaporizhzhia contrôlée par la Russie. Moscou et Kiev se renvoient la balle. Neilaet Hamouda. La centrale nucléaire de Zaporizhzhia, à nouveau ciblée par des frappes. Leurs origines ne sont pas encore connues. Raphaël Grossi, le chef de l'AUA, n'a pas mâché ses mots, sans prendre position. Il a dénoncé des actions délibérées et ciblées. Des explosions ont eu lieu sur le site de cette centrale nucléaire majeure, ce qui est complètement inacceptable. Qui que ce soit, cela doit s'arrêter immédiatement. Les gens qui font ça savent où ils frappent. C'est absolument délibéré, ciblé. La Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement d'avoir bombardé la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. D'un côté, Kiev dénonce un chantage nucléaire. De l'autre côté, Moscou assure que le niveau de radiation reste conforme à la norme. Le régime de Kiev ne cesse pas les provocations afin de créer la menace d'une catastrophe à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Les troupes ukrainiennes ont tiré 2 fois. Le niveau de radiation dans la zone reste cependant conforme à la norme. Une équipe d'experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique seront sur place pour évaluer les dégâts. Mais selon les 2 experts de l'agence qui se trouvaient sur place lors des frappes, les réacteurs n'avaient pas été touchés, mais plutôt la zone où se trouvent les combustibles frais et usés qui étaient la cible. Dans l'actualité également, au Kazakhstan, le président sortant Kassym-Jomart Tokayev a nettement remporté l'élection présidentielle en l'absence d'opposition, confirmant son statut de nouvel homme fort du plus grand pays d'Asie centrale, selon les résultats préliminaires donnés ce lundi par la commission électorale. Cet homme de 69 ans, arrivé au pouvoir en 2019, a obtenu 81,31% des voix et la participation s'est élevée à 69,44%. Dans l'actualité aussi, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a supervisé le lancement de son dernier missile balistique intercontinental accompagné de sa fille, dont l'existence est ainsi révélée au monde pour la première fois dans un message publié samedi par l'agence d'État KSENA.
Direction le Qatar à présent pour faire le bilan d'une première journée de Coupe du Monde qui a débuté hier après une cérémonie grandiose. Le pays hôte, le Qatar, a raté son entrée en compétition face à l'Équateur en match d'ouverture en concédant une défaite 2-0 hier soir au stade d'El Beit d'El Khor. Les 2 buts de la rencontre ont été inscrits par le capitaine Ener Valencia. La 22e édition de la Coupe du Monde de football, la première organisée dans le monde arabe, verra aujourd'hui l'entrée en lice de la première équipe africaine, le Sénégal, qui sera opposé aux Pays-Bas. Les 2 autres équipes versées dans le groupe A à Al Toumama Stadium. Nous avons des joueurs aujourd'hui qui évoluent dans les plus grands championnats du monde, dans les plus grands championnats d'Europe, qui jouent avec des Hollandais, qui jouent avec des Brésiliens. Donc s'ils sont à ce niveau-là, c'est parce qu'ils ont de la qualité. Ce qui est important, c'est surtout de nourrir aucun complexe et surtout essayer de donner notre meilleure réplique. Le premier match est toujours le plus important. Il donne le temps du tournoi et le Sénégal est champion d'Afrique. Ce n'est pas juste un adversaire lambda. On n'aura pas Memphis Depay et il ne démarrera pas. Eux doivent gérer l'absence de Mané. Donc la question sera de voir comment les 2 équipes vont gérer cela. Au programme de cette journée également, Iran-Angleterre, demi-finaliste en Russie. Il y a 4 ans, la bande à Harry Kane est largement favorite dans le groupe B. L'Iran, de son côté, n'a jamais passé le premier tour lors d'un mondial. Everybody is available. Tout le monde est disponible, sauf James Maddison. C'est un peu tôt pour Kyle Walker, mais il s'entraîne avec l'équipe. On ne s'attendait pas à ça maintenant. Nous sommes très positifs. Nous jouons chaque match avec une seule chose en tête, c'est d'essayer de gagner, essayer de jouer du bon football, apporter beaucoup de spectacles et apporter beaucoup de fierté à nos fans. Le groupe B comprend aussi les États-Unis et le Pays de Galles, 2 équipes qui feront également leur grand début dans ce mondial au Qatar ce lundi. Nous avons cette chance d'incarner le changement et pour nous, il s'agit de commencer par l'individu et de comprendre que chaque individu a le droit ou l'obligation de promouvoir le changement à son propre niveau et c'est quelque chose sur laquelle nous nous sommes focalisés en tant que groupe, en tant que fédération, en tant qu'équipe. Nous le savons, nous avons prouvé que nous pouvons aussi être compétitifs dans la Ligue nationale contre la Belgique, contre une très bonne équipe néerlandaise. Nous sommes nouveaux dans le tournoi et il pourrait y avoir quelques surprises en cours de route. Donc il n'y a pas de pression sur nous. Nous allons en profiter et nous allons être compétitifs. La Coupe du Monde au Qatar, ce n'est pas que du foot, c'est aussi une organisation irréprochable, des infrastructures qui font pâlir de jalousie les meilleurs concepteurs au monde, une véritable vitrine qui aura coûté cher, très cher même, 229 milliards de dollars pour être précis. Mohamed Wali Ben Chaban. Le budget de l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar est estimé à 229 milliards de dollars, soit le plus cher dans l'histoire du football. Doha vise à travers cet événement planétaire développer le pays et montrer la puissance mondiale qu'il est en train de créer. Outre la réalisation des stades qui vont abriter la compétition, ce coût faramineux s'explique par les investissements en infrastructures. À titre de comparaison, en 2018, la Russie a déboursé 11,6 milliards de dollars, 15 milliards de dollars au Brésil en 2014 et moins de 7 milliards de dollars pour toutes les éditions précédentes.
Depuis 2010, le Qatar a lancé le plus grand projet d'infrastructure de l'histoire de la Coupe du Monde pour s'assurer que les stades, les liaisons de transport, les aéroports et les installations d'hébergement seraient prêts à temps pour ce grand rendez-vous. Le mondial qatari est le tournoi le plus cher de l'histoire de la compétition après que le pays hôte se soit préparé pour l'événement en dépensant plus de 16 fois le montant investi par la Russie en 2018. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi à tous.